Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer le cours de la section 1.5, propriété des intégrales définies. Donc, vous allez voir, le cours aujourd'hui est un peu plus léger que le dernier, beaucoup moins long aussi, vous allez voir. C'est en préparation du prochain cours, de la section 1.6. Section 1.6, vous allez voir, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que profitez de la pause ici, là, que le cours va être un peu moins long. Ça va être plutôt intéressant par rapport au prochain cours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder les propriétés de l'intégrale définie. En fait, ils sont ici. On va les regarder ensemble. On va faire quelques exemples à la fin, mais le but, c'est principalement aujourd'hui d'aller comprendre pourquoi ces propriétés-là sont vraies. Et vous allez voir, on va les utiliser durant toute la session. Première propriété, l'intégrale de A à B, c'est la même chose que l'intégrale de B à A, mais avec un moins en avant. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que si on inverse les bornes, ça va donner la même réponse, sauf à un signe près. Et c'est pas vraiment compliqué à voir. Pourquoi? Mais, donc, démonstration. Si je regarde la démonstration du numéro 1, donc si j'intègre de A à B, de f de x dx, si je regarde dans ma définition, la définition de mon intégrale, on avait dit que c'est la limite quand n tend vers l'infini de la sommation de n est égal à 1, pas n mais i, quand i est égal à 1 jusqu'à n de f de x delta x. Ben, mon delta x, comment il est défini? Mon delta x est défini comme b moins a sur n. Donc, si par magie, on vient inverser le a et le b, qu'est-ce que ça va produire si je prends mon a et mon b et que je les inverse? Donc, si mon b est rendu en bas puis que mon a est rendu en haut, ça fait que mon delta x va s'inverser. Ça veut dire que mon delta x, en fait, ça va devenir a moins b. N'est-ce pas? Et ça, c'est quoi A moins B? C'est la même chose que moins B moins A sur N. Effectivement, si vous distribuez votre moins, vous revenez à la même chose que vous avez ici. Right? Donc, c'est un peu ça l'idée. Si vous inversez vos bornes, ben, pour avoir la même forme, il faudrait mettre un moins en avant pour avoir encore le B moins A sur N. Donc, c'est un peu ça qui se produit pour avoir la même forme. En l'inversant, ça vous crée un moins qui vient se rajouter en avant pour le ramener du bon côté. Même chose, ça va venir modifier votre xi, parce que dans votre xi, il y avait un delta, on avait un delta x. Donc, c'était a plus i delta x. Sauf que là, si j'inverse mon a puis mon b, si mon b devient mon a, ça veut dire que mon a ici, ça devient un b. Puis puisque mon delta x est inversé, pour la même raison, ça veut dire que ça devient moins comme ça. Qu'est-ce que ça va faire de changer votre définition? Mais ça fait absolument aucun changement. Pourquoi? Parce que quand on intégrait de A à B, on partait de A pour s'en aller à B. Puis ça, c'est quoi? C'est comme partir de B puis revenir à A. Parce que vous faites votre B, puis vous enlevez vos points. Ça veut dire que vous partez de B, puis vous enlevez à chaque fois une longueur. Ce qui fait que ça revient à A. Ce qui fait que ça revient exactement la même chose. Fait que ça ne modifie pas votre xi, mais ça modifie votre delta x avec un moins. C'est pour ça qu'il y a un moins qui se rajoute en avant comme ça. C'est ça la raison, dans le fond, qui fait que vous avez le droit de inverser l'ordre de votre intégration, mais en rajoutant un signe moins en avant. Voilà. L'intégrale de A à A, c'est 0. C'est pas vraiment surprenant, en fait, là. Donc, on va faire un petit dessin de ce que ça veut dire, l'intégrale de A à A. Donc, si j'intègre de A à A de f de x dx, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une fonction quelconque, puis je veux calculer l'aire entre le point A, puis encore une fois, le point A. Ben, man, il n'y a pas d'air à calculer, là. Il n'y a pas d'air, c'est une ligne droite. C'est sûr que c'est 0, là. S'il n'y a pas d'air. Donc, de ce point de vue-là, clairement, c'est 0. Il y a aussi une autre façon de le voir. C'est-à-dire, si vous prenez votre delta x c'était quoi? C'était b moins a sur n. Mais là, si vous avez 2AA, ça veut dire que votre delta x devient a moins a sur n. A moins a, ça fait 0, puis 0 par n'importe quoi, ça fait 0. Ça veut dire que dans ce cas-là, votre delta x, c'est 0. Ça veut dire que si vous prenez dans votre définition, il manque ma limite, là, je vais écrire ma limite. Ça veut dire que si vous voulez mettre cette idée-là dans votre limite, là, la sommation quand i est égal à 1 jusqu'à n de f de x, sauf que là, votre delta x, on vient de montrer que c'est 0. Puis f fois 0, ça fait 0. Une somme de 0, ça fait 0. Puis la limite quand n est envers l'infini de 0, ça fait 0.
Donc ça, c'est l'argument mathématique avec de l'algèbre, mais intuitivement, clairement, là, que l'aire de A à A, il n'y a pas d'air à calculer, même c'est sûr que ça fait 0. Fait que si vous intégrez de A à A, ça fait rien. 3. L'intégrale de A à B d'une constante. Ça, c'est C fois B moins A. C'est pas super compliqué à voir. En fait, là, on va faire un dessin, ça va très bien suffire. Donc, si je fais l'intégrale de A à B, mais j'ai la fonction constante. La fonction constante C. Ça ressemble à quoi la fonction constante C? Donc, comme ça. Ça veut dire que j'ai une fonction qui est tout le temps égale à C. Si vous voulez calculer l'aire de A à B, c'est quoi ça? C'est un rectangle. Vous n'avez pas vraiment besoin du cours calcul intégral pour calculer l'aire d'un rectangle, n'est-ce pas? Ça veut dire que la longueur qui est ici, c'est B moins A. La hauteur, puisque c'est la fonction constante C, c'est C. Puis l'aire, ben, c'est base fois hauteur, donc C fois B moins A. Ce qui est la formule juste d'un rectangle. Donc, ici, je n'ai pas vraiment utilisé une propriété de folle d'une sommation, là. C'est juste, même, c'est un rectangle. La fonction constante, ça fait un rectangle, puis that's it, on sait calculer l'aire d'un rectangle. 4. 4, c'est pas très compliqué à voir non plus. Dans le fond, c'est si vous avez une sommation, vous avez le droit de prendre votre intégrale, puis de la passer sur un, puis de la passer sur l'autre, donc pour vous ramasser avec une somme d'intégrale. C'est pas vraiment surprenant, propriété 4, parce qu'une intégrale, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était une sommation. Puis on avait déjà le droit de faire ça sur les sommations. Fait que la propriété ici de l'intégrale est héritée du fait qu'on avait le droit de le faire sur une sommation. Donc, pour cette raison-là, j'ai le droit de faire ça. Même chose pour la différence, puisque j'avais le droit de la faire avec une sommation sur une différence, j'ai le droit de la faire avec une intégrale sur une différence, parce qu'une intégrale, c'est une somme. Même chose pour la constante. Je peux prendre la constante et la mettre devant mon intégrale. Pourquoi? Parce qu'une intégrale, c'est une somme. Puisque j'ai le droit de la faire avec les sommes, j'ai le droit de la faire avec les intégrales. Donc, si vous avez une constante, vous pouvez le mettre devant les intégrales, comme les dérivés d'ailleurs. Et la troisième, qui n'est pas très compliquée, qui est encore une fois géométrique, l'intégrale de A à C, c'est la même chose que l'intégrale de A à B, puis de B à C. On va faire un dessin, vous allez voir, ça va devenir super clair. Donc, 7, je veux intégrer de A à C. Je vais l'entourer. Donc, je vais faire un dx. Je vais faire un graphique. Donc, ici, j'ai A. Ici, j'ai C. Si vous passez par un point intermédiaire, par exemple B, ce que ça vous dit, c'est si vous faites l'aire de A à B, plus l'aire de B à C, c'est équivalent de faire l'aire de A à C. Essentiellement, c'est un peu ça que je vous ai dit, là. Donc, si je vous dis que faire le calcul de l'aire de A à B, plus, en rouge, l'aire de B à C, c'est égal à tout simplement calculer mon aire en vert, donc de A à C. Je ne sais pas si le vert ressort bien, mais en tout cas. C'est bon? Fait que si je vous dis, c'est géométrique, c'est assez clair que ça fonctionne. Maintenant, c'est un peu plus tricky que ça. Votre B, là, c'est un point intermédiaire et il n'est pas obligé d'être dans l'intervalle. Vous pouvez, dans le fond, intégrer de A à C en passant par n'importe quel point B. Et le point B n'est pas obligé, comme je vous ai dit, de se trouver entre A et C, il pourrait se trouver à l'extérieur. Je m'explique. On va faire un autre dessin. Donc, encore une fois, j'ai une fonction quelconque. Ici, j'ai A, ici, j'ai C. Puis là, mon point B, je vais le prendre ici. Fait que je peux calculer l'aire de A à B, puis après, aller de B à A. Je vais peut-être juste continuer ma fonction même pour que ça fasse du sens. Puis ça, c'est équivalent de faire de l'aire de A à C. Pourquoi? Parce que, regardez bien ça, aller dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, dans l'autre bord, les deux aires vont se canceller. Fait que quand je vais faire de A à B, puis après je vais rajouter de B à C, l'aire qui est ici, il y a un bord qui va être positif, puis l'autre bord va être négatif, parce que c'est la propriété numéro 1. Aller d'un bord puis aller de l'autre, les aires vont être contraires, puis ils vont se canceller. Donc, même si votre point intermédiaire il est à l'extérieur, ben,
ça va rester vrai quand même. Fait aller de A à C, c'est aussi la même ère que d'aller de A à B, et après aller de B à C, puis les additionner. Cette chose-là reste vraie pour n'importe quel point B, même s'il n'est pas dans l'intervalle. Donc tout ça pour vous dire, si vous calculez l'aire de A à C, vous pouvez casser votre intégrale en 2 sous-morceaux en passant par un point intermédiaire qui est n'importe où dans le plan cartésien, et cette propriété-là va rester vraie. Donc ces 7 choses-là sont relativement, je pense, intuitives. C'est des choses qu'on va utiliser toute l'année. Parce que vous allez voir, c'est pas mal les seules propriétés qu'on a de l'intégrale. On reviendra plus tard là-dessus quand on va parler des techniques d'intégration. Mais c'est pas mal les seules choses qu'on sait sur l'intégrale. On va faire quelques petits exemples avec ça. En fait, on va en faire 2. Donc, si je vous dis évaluer cette chose-là. Si je vous présente cette chose-là évaluée, on peut utiliser nos propriétés pour simplifier un peu nos calculs. Au sens, je peux prendre mon intégrale, puis le passer sur lui, puis le passer sur lui. Donc, ça va me faire intégrale de 0 à 1 de 4 dx plus intégrale de 0 à 1 de 3x2 dx. Intégrale de 4, ça c'est l'intégrale d'une constante. Fait que par la formule, je sais que c'est 4 fois b moins a, parce que c'est un rectangle en fait, là. Fait que ça va me donner 4 fois 1 moins 0. Puis je peux sortir mon 3 en avant comme ça, donc 3 de 0 à 1 de x carré dx. Et ce que j'ai fait, je suis passé quelque chose de un peu pas vraiment compliqué, là, mais un peu plus compliqué. Et j'ai réussi à simplifier mon problème. Et pour faire ma somme des Riemann pour évaluer mon problème, maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vais continuer. 4. Donc, 4 fois 1, ici, ça va faire 4. Ici, j'ai mon 3 qui va rester là. Et maintenant, je vais aller évaluer juste cette petite chose-là. Donc, la limite, quand n tend vers l'infini, de la sommation de i est égal à 1 jusqu'à n, de f de xi. Je vais aller faire un dx, là, mais c'est un delta x. Comme ça. Et là, ma fonction, c'est juste x2. Vous allez voir, ça va se calculer vraiment plus rapidement que d'habitude. Donc, mon delta x, c'est b moins a sur n. Donc, ça va faire 1 moins 0 sur n, donc 1 sur n. Puis mon xi, là, je vais aller d'un coup, ça va faire 0 plus i delta x, donc i fois 1 sur n, ce qui va me donner i sur n. Ce qui veut dire que ça va devenir 4 plus 3 fois la limite quand n tend vers l'infini, de la sommation de i est égal à 1 jusqu'à n. Je n'aurai pas grand place quand même. Hein? F de xi, c'est juste x carré. Fait que ça va donner i sur n carré. Puis mon delta x, c'est 1 sur n. Et ça, c'est vraiment moins gros que ce qu'on a vu d'habitude, parce que j'ai réussi à simplifier. Continuons. 4 plus 3. La limite quand n tend vers l'infini. Mon 1 sur n, il ne dépend pas de... En fait, je peux même le laisser là, parce que... Regardez bien ça. Mon 2, je vais l'envoyer en bas, ça va faire n carré. Avec lui, ça va faire 1 sur n cube. Il va me rester la sommation des i carrés. La sommation des i carrés, on commence à être habitué un peu, là. La sommation des i carrés, ça va me donner quoi? Ça va me donner n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Comme ça. Maintenant, je vais mettre ce n-là en évidence. Je vais mettre ce n-là en évidence. Donc, je me ramasse avec la limite quand n tend vers l'infini. En haut, mon n est ici, mon n est en avant, fait que je me ramasse avec un n cube. Ici, je vais avoir 1 plus 1 sur n. Ici, je vais avoir 2 plus 1 sur n, parce que lui, j'ai sorti une fois n de lui, puis une fois n de lui. Puis en bas, j'ai 6n cube. Là, j'ai quand même oublié quelque chose de gros, là. J'ai oublié quelque chose avant ma limite. Je vais essayer de l'écrire de façon très petite, là. Oui, j'ai oublié mon 4 plus 3, comme ça. Là, n cube. Puis là, par souci d'espace, pour qu'il me reste plus grand place, je vais tout de suite évaluer ma limite. Donc, ça va me faire 4 plus 3. Mon n tend vers l'infini, lui va aller à 0, lui va aller à 0. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 plus 0, 2 plus 0, puis tout ça sur 6. Fait qu'il va me rester 4, 3 fois 1,
fois 2, ça va me faire 4 fois 6 plus 6. Donc 6 plus 6, 1 plus 4, 5. C'est bon? Donc, avec les propriétés ici, j'ai réussi quand même à limiter mon travail. Donc, le fait de casser et de sous-segmenter, je peux casser mon gros problème en plein de petits problèmes qui sont plus facilement gérables. Donc, ça, c'est quand même un gain substantiel. Surtout que le problème de l'huile, je l'ai réglé dès le début, c'était juste un rectangle. Il fallait les concentre, j'ai réglé ça tout de suite, puis mon X carré, je l'ai isolé avec juste un petit morceau. Ça va être quand même une limite beaucoup plus simple à calculer que ce qu'on faisait en haut avec toutes les sommations et les cochonneries. Donc, c'est un gain substantiel, ces propriétés-là. Maintenant, si je vous dis, calculer l'intégrale de 8 à 10, sachant que l'intégrale de 0 à 10, ça fait 17, puis de 0 à 8, ça fait 12. Donc, regardez bien ça. Mon intégrale de 0 à 10, comme ça, je vais le casser en deux intégrales, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 8, plus l'intégrale de 8 à 10. J'ai le droit de faire ça, c'est ma dernière propriété dans le tableau que je vous ai montré. Je suis passé par le point intermédiaire 8 grâce à cette propriété-là. Et pourquoi je passais spécifiquement par le point intermédiaire 8? J'ai comme trop descendu. Parce que en passant par le point 8, je me ramasse à créer cette intégrale-là. Donc je sais que ça vaut 12. Je sais que ça vaut 17. Fait que j'ai juste besoin d'envoyer mon 12 de l'autre côté. Donc ça va me donner 5 est égal à l'intégrale de 8 à 10 de f de x dx. Et je connais même pas l'intégrale, j'ai même pas spécifié la fonction, mais automatiquement je sais ça par les propriétés de l'intégrale. Vous pourrez essayer ça, là, il y a toutes sortes de variantes avec les propriétés qui sont disponibles dans les exercices. Vous irez pratiquer ça. C'est pas particulièrement difficile, mais ça fait travailler l'esprit un petit peu. Là. Donc si vous sortez bien avec ça, ça va être pas trop pire. Donc voilà pour cette vidéo aussi. Je finis mon cours comme je le finis d'habitude. Allez faire des exercices, posez-moi des questions, prenez rendez-vous avec moi, allez au CAM. C'est ça le succès pour réussir le cours de calcul intégral. Donc, lâchez pas, travaillez bien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye tout le monde!